Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Donc, Lingot doit prendre une décision très vite et il va remplacer. Donc, c'est le 19 mai 1944 que Jean Raymond décède. Donc, c'est bientôt la date anniversaire. Et Lingot décide de le remplacer par Marcel Martin. Alors, quand j'étais petit, à Moutier, je pense que si on m'avait parlé de Marcel Martin, j'aurais bien été en difficulté pour dire c'est qui. Non pas parce que les Martins, il y en a beaucoup, mais parce que personne ne connaissait à Moutier ou pas grand monde Marcel Martin. Tout le monde connaissait Dio Martin. Voilà, c'était même pas la peine de dire Martin, on disait Dio, tout le monde savait qui c'était. Donc lui, ça a été vraiment celui qui a mis en place la deuxième sixième avec les frères Alession, et c'est lui qui va mener le corps franc pendant toute la période des combats. Alors après, j'en compte 30, sachant que tous ne resteront pas dans le corps franc au moment des combats, parce que il y en a certains, il y a par exemple Charles Orsay. Charles Orsay, il va devenir capitaine de la compagnie pour Saint-Maurice. Il y en a un qui est un peu un atypique. Il y a Pépé Le Mocco. Alors Pépé Le Mocco, c'est qui? C'est un radio andalou. Personne ne sait comment il est arrivé, personne ne sait quand est-ce qu'il est parti. La résistance, c'était ça aussi. C'est un gars qui savait se servir d'un poste de radio et qui était comme ça, qui se patchait sur un secteur pendant un certain temps. Donc voilà, il y a eu Pépé Le Mocco au chalet du Corbet. Puis après, il faut rajouter, puisqu'ils étaient là-haut, il y avait Louis Lingot et Joseph Bardassier. Donc voilà, ces gars, 30 mars 1944, ils sont réunis là-haut. Dernière date, je vous rassure, de ma première période, le 5 juin 1944. Ce jour-là, il y a une réunion à Chambéry des chefs des secteurs, chefs militaires des secteurs, ou des futurs chefs militaires des secteurs, et il y en a un qui assiste à cette réunion qui s'appelle André Tournant. Alors, André Tournant, dans la résistance, ça va devenir le capitaine Villaret. Alors, pourquoi je parle d'André Tournant? C'est tout simplement parce que le secteur 3 bis, il est bancal. Un secteur AS repose toujours sur un triangle. Le chef politique, Albertville, chef politique Gaudin, l'adjoint logistique, Albertville, Bertrand, et un chef militaire, Albertville, Bulle. Secteur 3 bis, chef politique, Lingot, adjoint logistique, Bardassier, chef militaire, Lingot. Mais Lingot n'est pas un militaire, sans quelqu'un dont c'est la carrière. Bon. Donc Lingot, on a conscience, et il va demander au départemental s'il peut avoir, dans la perspective des combats, un adjoint militaire.
Alors, ils vont faire ça en respectant vraiment les susceptibilités, c'est-à-dire que André Tournon n'arrive pas en Tarentaise comme chef militaire, mais il arrive comme adjoint chargé des opérations militaires. Et puis, les susceptibilités, c'est qu'on va laisser à Lingot 4 galons, commandant Lingot, et capitaine Villaret, donc un galon de moins. Et donc voilà, ça veut dire que ce jour-là, les choses sont vraiment en ordre de marche. Et ce jour-là, ça a failli tout foirer. Pourquoi? Parce que Villaret prend le train à Chambéry. Il arrive à Albertville, il est encore un peu long à Albertville, et au moment où le train va démarrer, il voit 2 Allemands qui montent dans le train. Et il comprend très vite que c'est pour lui. Donc les Allemands, le train est parti, les Allemands vont dans sa direction, commencent une foule. Alors sur lui, il a quoi? Il a 2 documents. La première importance, c'est l'ordre de mission pour la Tarentaise, et un deuxième document, c'est la même chose en un peu plus détaillé. Et puis il y a aussi une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a de l'argent que le départemental lui demande d'amener jusqu'à Lingot pour financer un peu le frais de la résistance. Et ils expliquent la suite du film André Tournon. Ils lui disent: vous allez à Moutier. Bon, ben, on va à Moutier, et à Moutier, on vous fusille. Qu'est-ce qu'il va faire? Dans un premier temps, alors les 2 ordres de mission, les billets c'est trop tard, ça aurait été trop compliqué, mais les 2 ordres de mission, vous savez, les ordres de mission, c'est toujours sur du papier à cigarette, du papier à rouler, écrit au crayon de papier. Discrètement, il va manger les 2. C'est le moyen de pas être. Bon, lui les avait appris par cœur. Et puis, la bâtie, le train repart. Il connaissait un petit peu le secteur. Il sait qu'il y a un endroit où il a une chance. L'ancien wagon, dans chaque compartiment, il y avait une porte qui donnait directement sur l'extérieur, d'une à droite, d'une à gauche. Et ces portes, elles avaient toutes une grande vitre qui s'ouvrait en s'abaissant. Le petit tunnel entre la gare de Sevin et le Sevin village. Le train s'arrête à la gare de Sevin. Quand le train entre dans le tunnel, il se lève comme s'il avait besoin de se tirer. Quand il voit que la lumière arrive, d'un seul coup, il baisse la vitre et il saute par la fenêtre du train. Le train n'allait pas trop vite à cet endroit. Il tombe dans les pieds de la garde-barrière qui lui montre l'extrémité du verrou de Sevin. Donc là, il se dit, en Tarentaise, c'est un beau pays, au moins les gens savent ce qu'il faut faire. Donc il comprend qu'elle lui dit, pars par là. Et donc il va partir dans les ronces, vraiment à l'extrémité du verrou, pas dans les vignes, mais en bas. Et là, il comprend une chose, c'est qu'elle lui a donné la bonne direction, parce qu'il sait qu'il peut, en courant assez vite. Alors, il y a eu aussi l'aide du mécanicien du train, parce que le mécanicien du train, il a perçu 2 choses. Un Allemand a tiré la sonnette d'alarme, et puis l'autre Allemand a commencé à tirer par la fenêtre. Donc le mécanicien s'est dit, alarme, tire par la fenêtre, il faut que j'accélère. Il a donné un bon coup d'accélération, et il a immobilisé le train sur le pont sur le pont de Fesson, pont qui traverse l'Isère. Donc comme ça laissait. Donc là, Tournon s'est dit, la Tarentaise c'est encore mieux que je pensais. Et donc il a couru aussi vite qu'il a pu jusqu'à la cure de la bâtie.
Parce qu'à la cure de la Bâtie, il ne connaît pas le curé Joseph Giroux, mais il sait que le curé Joseph Giroux, c'est le lieutenant Honoré. Donc l'un des principaux adjoints de Bulle. Et donc il frappe à la porte, il arrive, il est presque en lambeaux, il est passé dans les ronces, etc. La bonne du curé referme la porte, bon, il force un peu, et quand il aperçoit le curé, il lui dit qu'un mot, il lui dit Baffer. Baffer qui était un des surnoms de Bulle. Et le curé comprend. À partir de là, on peut s'expliquer. Le curé va envoyer des gamins jusqu'au petit séminaire de Saint-Paul pour faire venir Bock, dont je parlais tout à l'heure. Et ils se tombent dans les bras l'un de l'autre parce que Tournon et Bock avaient combattu ensemble en 40. Ils se connaissaient bien de 70e BAF, etc. Et donc, Bock dit à Giroux, s'il peut dormir quelque part cette nuit, demain, je l'emmène à Moutier. Et donc, le lendemain matin, Bock revient avec un autre prêtre. Ils sont à vélo. Ils ont un troisième vélo. Et Bock a un paquet. Il donne le paquet à Tournon. Il lui dit, tiens, tu mets ça. Et Tournon ressort avec une soutane. Et il prend le troisième vélo. Et ils sont montés jusqu'à Moutier. Alors, Tournon raconte un truc. Il dit, à un moment donné, Bock m'a fait un compliment. Il m'a dit, c'est très bien la manière dont tu salues les Allemands qu'on croise en les bénissant. Mais il a ajouté, par contre, tu n'es pas obligé de pédaler plus vite une fois qu'on les a croisés. Alors, ils arrivent à Moutier. Là, Bock sait où il faut aller. Et Bock lui dit, il va falloir que tu pédales encore un peu, parce qu'il faut qu'on monte à Haute-Cour. Donc là, on est le 6 juin. Et le corps franc avait quitté le chalet du Corbet le matin du 6 juin, après avoir rendu hommage à Jean Raymond. Et il s'était donc transporté à Haute-Cour. Et c'est le début de la première mobilisation. Il y a à peu près une centaine de gars qui sont déjà arrivés à Haute-Cour. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais le chef des opérations militaires qui débarque en soutane, quand il a posé la soutane, c'était encore pire parce qu'il avait les pantalons tout déchirés, la chemise en lambeaux, etc. Mais ça s'est très bien passé. Tout de suite, il a demandé à pouvoir rencontrer Lingot. Il lui a dit oralement ce qu'il ne pouvait plus lui donner, puisqu'il l'avait déjà digéré à ce moment-là. Et il dit, Lingot était très fier. Et je pense que ça peut se comprendre, parce que, je rigole, ça faisait quoi? Ça faisait, pour certains, 3 ans qu'ils ramaient dans le désert. Et là, d'un seul coup, ils recevaient des ordres qui leur disaient, maintenant, vous allez pouvoir bosser quasiment au grand jour. Alors, le message, très simple, qui devait être confirmé par Radiolande, libérer la vallée. Voilà, c'est ce qu'on leur demandait. Libérer la vallée. Moi, j'ai toujours traduit ça, quand je suis poli, je dis débrouillez-vous. Quand on est moins poli, vous voyez ce que ça peut vouloir dire. Donc ça veut dire qu'on n'est pas trop ni sur les Anglais ni sur les Américains. Les Tarins doivent libérer la Tarentaise. Et c'était ce qui était un peu expliqué sur le deuxième document que après Tournon avait réécrit. Bon, la confiance, Lingot lui dit, je dois descendre à Moutier parce qu'il y a une opération demain matin. Je vous fais amener des vêtements, mais je vous fais amener surtout l'organigramme, non seulement de l'AS, mais aussi des FTP en Tarentaise. Voilà, pour dire, maintenant c'est toi qui es le chef militaire.
Alors pourquoi est-ce que l'Ingo doit descendre? C'est là où on entre dans la deuxième période. C'est parce que le 7 août au matin, très tôt, c'est-à-dire avant qu'il y ait des moutierins qui viennent encombrer les quatre chemins, il y a deux groupes. Il y a Dieu Martin avec une partie du corps franc, et puis il y a Marcel Maquetto avec une partie des sections de Moutier. Il se positionne un peu en avant du pont Neuf, du pont de Mézel, comme vous voulez. L'objectif, c'est quoi? C'est de tirer quelques rafales sur les façades de l'hôtel moderne. Parce que l'hôtel moderne, c'est là où il y avait, alors, on dit soit la gendarmerie, soit les douanes, hein, c'était la gendarmerie des frontières. Et puis après, il y a un des gars qui va s'avancer un peu plus avec un PM, et il va prendre un angle un peu différent, de manière à pouvoir aussi tirer quelques rafales sur l'hôtel Terminus. Et l'hôtel Terminus, c'est quoi? C'est la commande Venture. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est pas de commencer la bataille de Moutier. C'est de dire aux Allemands, on est là, on est armé, et on n'a pas peur de tirer sur les lieux où vous êtes. Ce qui était le plus compliqué pour Dieu Martin, après, c'était de dire à ces gars, maintenant, on rentre. Pas oublier que tout ça, c'est des jeunes, et c'est des jeunes, c'est la première fois qu'ils ont une arme. Donc la tentation, vous voyez, c'était de dire, bon, c'est bien parti, allez, on continue. Non, non. Maintenant, c'est fini. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, là où on a su que ça a marché, c'est quand dans la matinée, à Bourg-Saint-Maurice, il y a un convoi qui a commencé à se mettre en place, le camion étant tourné direction Moutier. Alors, il faut bien savoir que donc, les Allemands, ils sont où? Il y a des petits postes allemands dans les usines. Il y a un poste allemand au barrage de Centron. Il y a ensuite une garnison qui est à l'hôtel Perret à Aigueblanche, qui sont des anciens de l'Afrique Accord. Il y a la garnison de Moutier, et puis la plus grosse garnison, elle est à Bourg-Saint-Maurice. Donc, la manœuvre, c'était quoi? C'était de suffisamment affoler les Moutierins pour qu'ils appellent Bourg-Saint-Maurice en disant on a besoin de renforts et faire descendre un genre de Bourg-Saint-Maurice. Un dispositif a été mis en place. Il y a la compagnie de Bosel, capitaine Berrieux, et puis il y a la section de Notre-Dame-du-Pré, Montfort, c'est le lieutenant Élie Deschamps, qui lui est le régional sur cette opération. Ils sont au bas de la forêt du Tauvet, c'est-à-dire c'est au plus bas de la commune de Notre-Dame-du-Pré, et on est en face du Siex. On voit très bien la route du Siex, l'ancienne route en balcon avec les deux petits tunnels. Plus haut, mais de l'autre côté, sur ce qu'on appelle parfois la route Napoléon, il y a la section de Pomplières. Donc le chef de section, alors ça c'est un mystère, son nom de résistance c'est Dujardin. Je crois que son vrai nom a été totalement donné des mémoires. Parce que comment ça doit se passer? Quand Deschamps aperçoit les Allemands qui arrivent, qui vont passer donc, dans ce secteur du Siex, il agite un chiffon. Je pense que Deschamps n'a jamais autant agité un chiffon pendant les 2 jours qui vont suivre. Ça, c'est le signal. À ce moment-là, la veille, Dieu Martin, Dubois et un troisième, on ne sait plus le nom, ont amené de l'explosif au départ de la route Napoléon. Donc le but, c'est quoi? C'est de faire exploser au-dessus du Siex, de manière à ce que les rochers tombent, que ça bloque les Allemands, et à ce moment-là, c'est le bal-frappe, tir à vue de la part de ceux qui sont en face. Deschamps agite
son chiffon. Il y a un moment où tous les camions sont passés, bon, il arrête d'agiter. Dujardin n'a jamais réagi. Ce Dujardin, c'est un gars qui travaillait à l'usine de Pompierre. Alors, de manière polie, on dit qu'il n'était pas d'ici. Le soir même, il était relevé. Et là où je dis, on a gommé les choses, c'est qu'à chaque fois que j'ai dit, mais il s'appelait comment? Personne ne se rappelait de son vrai nom. Voilà. Donc ça veut dire que la première opération, le CEPUT, c'était un échec complet. Heureusement, Lingot dit, on ne lève pas le dispositif, on ne sait jamais. Le lendemain, dans la matinée, coup de fil de Bourg-Saint-Maurice, il y a un très gros convoi allemand, alors non seulement avec des camions, mais aussi avec des charrettes, etc., qui va quitter Bourg-Saint-Maurice. Donc là, on se frotte les mains, on dit tant mieux. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand ils arrivent, Siex, Deschamps secoue le chiffon, et là, il y a un boom fantastique, parce qu'en plus, on décompte de la résonance, pendant 2 minutes, ils ne peuvent rien faire, il y a un brouillard complet. Et après, voilà, ils se mettent à tirer. Et l'opération, la première opération, donc elle a lieu vraiment le 8 juin 1944. C'est la première étape dans la libération de la Corrèze. Et donc c'est une étape active, c'est une libération active. Mais les Allemands, ils ont quand même des moyens radio que n'a pas la résistance, donc très vite, on va appeler les renforts de routiers. Il y a un FM qui est mis sur le roc Pupim, c'est-à-dire là où il y avait le château des archevêques, il y a une chapelle aujourd'hui, donc ça permet de balayer la forêt. Et puis, les éléments de l'Afrique Accord d'Aigues Blanches montent avec une auto-mitrailleuse. Les moyens sont quand même autres. Et donc, l'ordre du repli va être donné. Et donc, Deschamps va avoir un boulot fantastique, c'est-à-dire qu'il va accompagner ces gars quasiment depuis le niveau de l'Isère jusqu'à Notre-Dame-du-Pré pour les mettre en sécurité. Bon, c'est la grosse opération de cette période. Le bilan sera tiré le 15 juin. Le 15 juin, il y a une réunion à Notre-Dame-du-Pré. C'est d'ailleurs la première fois que Tournon peut rencontrer tous les chefs de secteur. Alors, le bilan qu'il tire, c'est quoi? Un, il y a le petit couplet sur la stèle en disant ça ne sert à rien ce qu'ils nous ont envoyé, etc. Deux, il commence à se poser des questions sur les munitions. 175 000 munitions, 700 armes. Vous faites bêtement la division. Alors, je sais bien que ce n'est pas aussi simple, parce que vous n'avez pas besoin du même nombre de munitions avec une arme automatique et puis un fusil. Mais ça veut dire qu'en gros, il y a 250 munitions par arme. Donc, il ne faut pas les gaspiller. En plus, ils ne savent pas quand est-ce qu'il y aura la suite. Donc, ça, c'est la deuxième question qu'ils posent. Troisième question, ils font ce constat, les Allemands sont quand même bien meilleurs que nous au niveau des transmissions. Ils ont une longueur d'avance sur nous. Et puis, la quatrième remarque, c'est que les Allemands, ils ont aussi mis en batterie des mortiers pour tirer sur la forêt. Un mortier, ça commence à être de l'armement lourd. C'est plus l'armement individuel. Donc ça va devenir la question récurrente de la résistance. Est-ce qu'on va nous donner des armements lourds? Ils ne demandent pas d'avoir un char, ils ne demandent même pas une automitrailleuse, mais des mortiers, c'est ce qu'ils vont réclamer jusqu'au mois d'août, qu'ils n'auront jamais. Pourquoi? Parce que ni Londres, ni De Gaulle ne veulent armer la résistance en armement lourd. De Gaulle, il sait une chose. De Gaulle, il sait que s'il arme l'AS,
il faut qu'il arme aussi les FTPF. Les FTPF n'étaient pas tous communistes. Disons que c'est la jambe communiste de la résistance. Donc De Gaulle n'a aucune envie de donner l'armement lourd aux communistes. Churchill, disons que lui, son raisonnement, c'est que la résistance est indispensable, mais l'armement lourd, c'est l'armement de l'armée. Et puis les Américains, alors eux, ils s'en fichent totalement, parce qu'on a quand même le droit de le dire, même si ça ne plaît pas à Michel Sardou, mais les Américains, ils souhaitaient arriver dans une France qui soit la plus désorganisée possible. Parce que c'était un moyen de faire de la France une sorte de base avancée en Europe des États-Unis. Donc leurs mortiers, ils les ont réclamés, ils les ont jamais eu. Donc ça, c'est quelque chose qui, voilà, ils en font. Alors après, il y a aussi autre chose dont ils prennent conscience, c'est qu'il y a une petite musique qui commence à se répandre dans la vallée. On est bien sûr tous les éléments, mais le jour, le 8 juin, il y a eu l'incendie des plaines. L'incendie des plaines, c'est les soldats qui étaient venus en renfort, qui à un moment donné sont rentrés dans le village avec des grenades incendiaires, et tout le village des plaines a brûlé. Je crois que j'avais noté ça quelque part. C'est pas rien pour un village de cette taille-là. C'est 32 foyers qui se retrouvent sans habitation. Et c'est 6 morts. Et dans un village au mois de juin, ceux qui sont là l'après-midi, c'est plutôt les personnes âgées. Donc c'est 6 morts, dont 3 qui ont plus de 70 ans. Et c'est une époque où quand on a 70 ans, on est vieux. Alors la petite musique qui s'installe dans la vallée, c'est quoi? C'est de dire la résistance, elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'ils font des trucs qu'ils ne maîtrisent pas, et à chaque fois qu'ils vont faire quelque chose, les Allemands vont tuer des civils. Ça va être récurrent dans tout l'été 44. Donc, eux sont convaincus qu'il faut continuer, mais il faut faire en sorte que les opérations soient vraiment carrées. Troisième période, ça tient en une phase. Donc, on est le 15 juin 1944. Guillaume Martin, en 3 jours, il a inventé le tour de Tarentaise. Parce que quand il faut se replier, il est à la chapelle Saint-Guérin. La chapelle Saint-Guérin, alors sachant qu'il est déjà parti d'autres cours pour aller à la chapelle Saint-Guérin, il va revenir par le col de la Bâtie, lui et ses gars. Ils vont revenir sur le tour, ils vont faire le tour inférieur de Couerne pour se retrouver à Montgiraud. À Montgiraud, ils descendent, ils traversent à Centron, ils remontent à Lonchois. De Lonchois, ils passent à Notre-Dame-du-Pré, c'est là où il y a la fameuse réunion du 15 juin. Et comme il faut qu'ils aillent aux Alus, de Notre-Dame-du-Pré, ils vont passer à Fesson-sur-Salins, ils descendent à Brive, ils traversent le pont à Brive, ils remontent là où il y a les cabines maintenant, et ils s'installent. Alors, le chalet du Corbet a été brûlé par les Allemands, et donc ils vont s'installer à Hauteville, qui est une position plus intéressante parce que c'est un village qui est en face du chef-lieu des Alus. Donc ça veut dire que de Hauteville, on peut voir les Allemands qui arrivent par la route aux Alus, et puis, s'il y a un danger, on peut basculer très facilement de l'autre côté, sur le territoire de la Perrière, en gros là où il y a la station de la Tania. Donc le corps franc va passer du 15 juin au 1er août, va stationner donc dans ce chalet de... Bon, cette période, jusqu'au 1er août, c'est essayer de faire plier les Anglais, c'est essayer de faire plier l'Union 2 cette fois, toujours pour dire, oui, d'accord, on veut un gros parachutage, mais on veut du matériel lourd. La seule chose qu'il y aura en plus
aux saisies. Ce sont, alors, ce qu'on appelle en France des LRAC, donc pour les dames et pour les réfractaires au service militaire, dans les films, ça s'appelle des bazookas. Et Joseph Bardassier, il appelait ça des arbalètes. Donc, ça veut dire que ça permet quand même de lancer des roquettes. Les LRAC lance-roquettes anti-chac. C'est pas des mortiers. Bon, je ne dis rien sur le 1er août 1944, parce que je pense qu'on a tout dû vous dire il y a un mois. Si vous n'y étiez pas, c'est dommage. Et j'arrive tout de suite, on est dans la 4e période, on est le bon bout, on arrive tout de suite donc au 5 août 1944. Ce jour-là, il mit en place une opération qui a été bien pensée, c'est le bouchon entre Fesson, sur Isère, et Notre-Dame de Briançon. Quand vous passez sur la route, il y a un gros rocher qui avant était entre la route et l'Isère et qui maintenant est au milieu des deux voies. On appelle ça Pierre-Château. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de dire on va tendre un piège aux Allemands à cet endroit. La géographie, elle commande toujours. Où est-ce que vous tendez des pièges entre le verrou de Villette et le verrou du Siècle? Où est-ce que vous tendez des pièges avant le pas de Briançon? Ça, c'était vrai du temps des Romains, c'était vrai au Moyen-Âge, pas de raison que ça change en 1944. Et donc, là où c'est bien vu, c'est que il y a une ligne téléphonique qui a pu être établie, un câble, entre le passage à niveau d'Arbine et Pierre-Château. Donc le but, c'est quoi? C'est que quand les Allemands arrivent au passage à niveau d'Arbine, tournent la manivelle, et ça veut dire les Allemands, dans tant de temps, ils arrivent. Là, on a positionné, alors qui est là? Il y a le 5 août, la compagnie Notre-Dame de Briançon, qui est une très belle compagnie, qui est la compagnie Brochier, qui est une compagnie, bon, aujourd'hui on dirait CCVA, hein, il y a des gars un peu de Aigueblanche, Notre-Dame de Briançon, et puis tous les villages. Et le comité d'accueil, c'est quoi? C'est un Piat, un lance-roquette, 2 FM, et puis quelques autres FM repliés derrière. Ce Bozelle, c'est une sorte d'enclave. Dans Bozelle, on n'est pas dans la vallée où ça circule. Donc c'est plus simple. La salle des fêtes de Bozelle va servir de prison militaire jusque pendant une dizaine de jours. Le 6 août, au soir, il y a un gars qui débarque, c'est Fernand Bock. Et Fernand Bock, vous vous rappelez, prof de physique-chimie, moi c'est grâce à lui, j'ai compris à quoi ça servait la physique-chimie. Jusque-là, prof de physique-chimie, je me demandais bien à quoi ça pouvait servir. Eh bien, il débarque avec un mortier 81. C'est déjà une belle bête, hein, mortier 81. Où est-ce qu'il l'avait planqué? Est-ce qu'il est resté planqué depuis 40 dans le petit séminaire de Saint-Paul? En tout cas, c'est pas une démission au Lyon qui l'a amené. Bon, il arrive avec son truc. Il a un mortier de 81, il n'a pas de munitions. Alors, il a un copain qui est ingénieur chimiste aux usines de Notre-Dame de Briançon, qui s'appelle Larcher, qui deviendra un excellent tireur par la suite, au club de tir de Moutier. Et ils vont demander aux ouvriers de leur couper des tubes. Et puis ils vont fabriquer une petite poudre qu'ils vont mettre à l'intérieur. Donc vous voyez, un prof de physique-chimie, on a toujours besoin, parce que si un jour vous avez besoin de fabriquer des obus, ça sert à ça. Paraît-il qu'ils ont fait quelques essais, bon, quelques trucs, mais après ça marchait très bien. C'est-à-dire que
potes veulent s'installer à la Formy. La Formy, c'est le premier virage qu'on peut monter sur Bussy. Et c'était le terrain idéal pour faire un petit aplomb. Et ça tombait pile vers le passage à niveau de Fessé. J'ai oublié une chose, pardonnez, je reviens juste un petit peu en arrière. Le 5 août au matin, ceux qui ont tiré les premiers sont les FTPF. Les FTPF, donc 5 août. Alors, je ne sais pas si celui qui a été le chef un peu historique, c'est Edmond Rochet. Edmond Rochet, capitaine Sapin, un gars de petit cœur. Mais il y a un moment où Edmond Rochet, il a fallu, alors pourquoi capitaine Sapin? Tout simplement parce qu'il était menuisier scieur. Il a fallu l'exfiltrer en Maurienne, parce qu'il a été arrêté je ne sais pas combien de fois. Et celui qui a pris la suite, c'est Marcel Calderini, de Saint-Paul-sur-Isère. Et Marcel Calderini, qui avait d'ailleurs été dans sa jeunesse mécanicien chez Barlassier, c'est capitaine Boulon. Donc, je ne sais plus si c'était encore Edmond Rochet ou si c'était le capitaine Boulon à ce moment-là. En tout cas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sauter le pont ferroviaire de Notre-Dame de Briançon. Et ça, c'était tactiquement, c'était très bien, parce que ce pont, pour ceux qui s'en souviennent, c'était un pont sur lequel passait le train, et dessous passait la RN 90. Donc, si vous faisiez sauter le pont, ça veut dire qu'il n'y a plus de train qui circulait, et comme ça tombait sur la RN 90, il n'y avait plus de voiture non plus. Voilà, ça a commencé comme ça. 6 août, dimanche 6 août, il faut quand même que je vous dise 2 mots, parce que c'est le jour de la libération de Moutier. Alors, bon, on ne va pas trop tarder. Je vous invite le 6 août à venir à Moutier, parce qu'on fera quelque chose sur les lieux mêmes. Mais en gros, bon, Notre-Dame de Briançon, ça a été pensé avant. Libération de Moutier, il n'y a personne qui, en se rasant le 6 août au matin, s'est dit ce soir, on va libérer Moutier. D'ailleurs, je ne sais pas si les résistants se rasaient beaucoup. Alors, Faubourg de la Madeleine, il y a un bar qui est tenu par la famille Échenne, et dans ce bar, il y a ce qu'on appelle le téléphone de la résistance. C'est-à-dire qu'il y a un téléphone, généralement un gars de la résistance qui n'est pas trop loin, et qui prend les appels. Celui qui est là, ce matin-là, c'est Hector Rousseau, que les Moutierins ont bien connu par la suite, qui a une place importante, mais là, bon, c'est trop jeune, hein, Hector Rousseau, il a 24 ans à ce moment-là, et donc il reçoit un coup de téléphone de Brochier, qui lui dit il faut transmettre au PC une demande très urgente de renfort pour Notre-Dame de Briançon. Parce que les gars s'étaient battus la veille, ils étaient restés sur le terrain toute la nuit. Donc, Hector Rousseau prend l'appel, il sait comment joindre Lingot, et Lingot va donner ses ordres en demandant à Élie Deschamps, avec sa section, de partir de Montfort dans 2 camions. Bon, les camions, je suppose qu'ils étaient à Pombière, hein, parce que Montfort, Pombière, les camions à cette époque, peut-être un peu juste, de s'arrêter chez Guillet. Guillet, c'est l'extrémité de la rue du Pas de Mai, pour prendre des tracts et ensuite de partir le plus vite possible sur Notre-Dame de Briançon. Donc, ils font ça au début d'après-midi, et il se passe la chose suivante, c'est qu'il y a un camion qui part un peu avant l'autre. Bon, le camion part, il passe les 4 chemins, il descend le faubourg. Deschamps est dans le 2e camion, quelques minutes plus tard, mais le premier camion, quand il arrive à la hauteur donc, du laboratoire d'analyse, pour ceux qui arrivent à situer à peu près, se trouve nez à nez avec un camion allemand qui remonte des Gorges.
Pas de Carrefour d'Europe à l'époque, tout passe par le faubourg de la Madeleine. Donc les gars des deux camions descendent, les armes crépitent, il y a des morts, il y a des blessés, il y a le camion allemand qui brûle. Et quand Deschamps arrive au cas de chemin, ben, il se rend compte de la situation, donc il fait bloquer son camion. Il demande à son frère de mettre le FM en batterie au cas de chemin, pour prendre tout le faubourg en enfilade. Ceux qui survivent du premier camion montent dans le camion et ils ont eu la trouille de leur vie. Ils partent à fond en direction d'Aigueblanche en attendant le deuxième camion. Et le deuxième camion, il n'arrivera jamais puisqu'il est au question. Et donc les Allemands, ben, ceux qui ont survécu aussi, alors c'est l'occasion qu'il y a autre chose. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont quand même parlé du 6 août 1944 à Moutier, qui en ont été témoins. Ben, ils disaient, les Allemands qui étaient sur les trottoirs de Faubourg en train d'agoniser, ils criaient maman. Ils ne criaient pas maman, mais je ne sais pas le dire en allemand, hein, c'est tout ça, vous traduisez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cette époque, en Allemagne, on recrutait à 16 ans, voire à 15 ans. Hein. Et donc, un régiment comme celui qui était chez nous, ce n'était pas un régiment d'élite, hein, ce n'était pas un régiment sur le front. Donc, on recrutait soit très vieux, soit très jeunes. Hein. Il y a beaucoup d'Allemands très très jeunes qui sont morts durant cette période. Et donc, les survivants, ben, ils se disent il faut qu'on fasse comme on peut pour rejoindre le terminus. Alors, certains vont suivre la voie de chemin de fer et les autres vont essayer de remonter le faubourg. Sauf qu'il y a un FM en face d'eux. Alors, ils vont trouver un stratagème. C'est que quand ils arrivent dans une des cours du faubourg, ils s'aperçoivent qu'il y a un groupe de personnes, c'est des gens qui reviennent d'une noce. Ils sont allés à un mariage qui a eu lieu la veille à Bonneval, et en redescendant, on passait un moment ici, et parmi eux, il y a un prêtre, Camille Léger, qui est le curé de Salon. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, les Allemands vont leur dire, vous vous mettez devant nous et vous avancez. Ça veut dire que le FM, c'est fini. Si le FM continue, le premier c'est le curé, et après c'est tous les autres. Donc c'est comme ça que les Allemands ont pu remonter le faubourg. Et ils connaissent quand même la géographie. Ils savent que s'ils rentrent dans le café Laurent au faubourg, il y a une porte qui permet de ressortir rue Basse de la Gare. Et là où est le FM, rue Basse de la Gare, il ne peut pas balayer tout de suite. Donc ça veut dire que les Allemands, ils sont quasiment au terminus quand ils sont dans le chantier. Donc c'est comme ça que les choses se sont un peu calmées. Deschamps va négocier une trêve. Il sait qu'il a des blessés, il sait qu'il a des morts, il sait qu'en face, il y a des blessés et des morts. Il dit, bon, voilà, on part du principe qu'on essaie d'amener ce qu'on peut à l'hôpital, les armes, on les laisse tranquilles le temps de la trêve. Des fois, c'est compliqué à faire comprendre à certains qu'une trêve, c'est sans les armes. Bon, donc, voilà, il y a ce temps, on est à peu près début de soirée. Quand Deschamps revient de l'hôpital, qu'est-ce qu'il voit? Sur le Pas de la Liberté, le coiffeur Léger qui tient en joue le chef de la garnison allemande. Et Léger explique à Deschamps que c'est normal parce qu'il était sorti avec une arme. Sauf que Léger, il a fait comment pour le tenir en joue? Léger, il était aussi sorti avec une arme. C'était un marché de deux, hein. C'est simplement, il y en a un qui a dégainé plus vite que l'autre, hein, c'est tout. Et donc, le chef allemand essaye un peu de se faire comprendre, parce que dans les films, vous avez remarqué, tous les Allemands parlent tous un français impeccable. Ça facilite la compréhension du film. Dans la réalité, c'est souvent plus compliqué. Et cet Allemand, il fait comprendre, il dit, moi je suis un ancien de l'Afrique-Accord. L'Afrique-Accord, il y a deux solutions. C'est soit on gagne, soit on meurt.
Mais il dit, avec moi, c'est que des gamins. Donc, je ne peux pas appliquer ça. Donc, quelque part, il se constitue prisonnier. Et là, Deschamps, je ne sais pas s'il joue au poker, mais il aurait droit au titre de plus grand joueur de poker de Moutier. Il va partir en direction du terminus. Alors, je ne sais pas s'il joue au poker, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne connaissait pas un mot d'allemand. Heureusement, à côté, habite Madame Calotte, femme du chirurgien dentiste, jeune Madame Calotte à cette époque. Pour le film, l'image devait être extraordinaire, parce que Deschamps, c'est un gars assez grand, Madame Calotte était toute petite. Ils ont remonté tous les deux la nuit de la gare, régonflé. Et quand ils arrivent au terminus, on demande à parler au responsable en second de la garnison. Et donc, qu'est-ce que va dire Deschamps et qu'est-ce que traduit Madame Calotte? Deschamps dit il y a 500 résistants qui entourent Moutier. C'est votre dernière heure. En comptant bien, je compte peut-être quelques blessés dans le nombre, il y a en gros 30 résistants, entre ceux qui sont sur le square et ceux qui sont derrière la gare. 500 résistants, c'est votre dernière heure. Ils font demi-tour, ils reviennent au square. Quand ils arrivent au soir, ils voient un gars qui sort du terminus, il a un bout de bois, au bout du bout de bois, il a un chiffon blanc. Ça, dans toutes les armées du monde, ça veut dire la même chose. Donc, le 6 août au soir, Moutier est libéré. Élie Deschamps, c'est là où il n'y pensait pas le matin, devient chef de la place de Moutier. Ces 30 gars, il en prend quelques-uns qu'il place au Ciboulet, d'autres qu'il va placer au Cordelier. En gros, sécuriser la ville. Dans la nuit, vont débarquer Lingot, Mavressier, etc., qui n'étaient pas là. Ils étaient au PC, qui devait être du côté de Longchois, si je ne me trompe pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent la garnison de Moutier, il faut la conduire à Vozelle, et donc le seul effet de Vozelle se remplit un petit peu plus. Je reviens un peu en arrière, mais je montre la vallée. Notre-Dame de Briançon, Moutier. Oublions pas, je dis pas ça à elle, tout le monde va vouloir, n'oublions pas que alors, il faut faire attention parce que là, c'est vrai qu'il y a une petite guéguerre sur la date. Moi, je dis c'est le 4 août. Parfois, il dit c'est le 5. Ce qui était important à ce moment-là, c'était de sanctuariser le Beaufort. Faire en sorte qu'aucun Allemand ne puisse pénétrer dans le Beaufortin tant qu'on n'était pas arrivé au bout du traitement, du parachutage des saisies. Alors, des portes sur le Beaufortin, il y en a plein. Il y en a une qui se trouve, alors là aussi on a fait gaffe, TAM, surtout tu ne dis pas que c'est le Cormet d'Arèche, c'est le Cormet de Granier. Bien, Tournant se dit, il faut le sécuriser. Donc, il va demander à la compagnie d'Aisne, alors, sauf erreur, c'est plus Camicotte qui est à la tête, puisqu'il est déporté, mais donc c'est Marceau Biselet qui va prendre la tête de la section donc, dès la nuit du 3 août, et le lendemain, le renfort, c'est la section de Golominov, donc la section mine de la Plaine, Mako. Ils ont prévu un truc qui est assez malin, c'est de se mettre dans un dispositif de V renversé. C'est-à-dire un V qui a la pointe en haut et les deux bras qui vont s'écartant, de manière à faire une nasse. Et de dire si les Allemands montent, ils vont être coincés dans cette nasse, vous mettez des FM aux endroits où il faut, et c'est un beau comité d'accueil. Sauf qu'au matin du 4 août,
les Allemands se sont séparés en deux. La moitié arrive de Granier et l'autre moitié arrive de Valzon. Ça veut dire que la Nasse, ça devient un étau. Et ils vont se faire coincer. Il y a Torno qui est plus haut. Bon, il a un avantage, mais les Allemands sont quand même bien armés. Je signale quand même, parce que ça mérite d'être signalé, c'est que dans l'équipe de Marceau-Vivet, il y a le gendarme Gros, qui est un des gendarmes d'Aisne. On a suffisamment dit que les gendarmes ont été des bons pétinistes, pour signaler qu'il y en a quand même qui ont fait d'autres choix. Alors, bon, là, c'est presque le moment comique du film, c'est que le gendarme Gros est blessé à une jambe, et donc c'est Vivet, il me semble, qui prend son mousqueton, ça devait être des Berthier 92, enfin, amélioré. Première balle qui tire, grand nuage de fumée, ce qui montre que les gendarmes d'Aisne ne devaient pas faire du tir très souvent. L'arme était complètement crasseuse, et donc la première balle, elle a servi à nettoyer le mousqueton. Bon, la situation, elle est quand même devenue très tendue, très très vite. Un de ceux qui vont sauver la situation, c'est Joseph Ducognon. Joseph Ducognon, il tient plusieurs montagnes là-haut, Blanc-Pichu, Gerbois, etc. Il est avec son frère Léon, et puis avec celui qu'ils appellent le Salut, c'est-à-dire celui qui sale, donc le gars qui est le gouverneur de leur montagne. Et Ducognon va demander à Tournon, qui est là-haut, s'il peut avoir 2 FM. Tournon va dire 1 d'accord, 2 non. Bon. Ils prennent un FM, ils prennent une caisse de munitions, peut-être même plusieurs d'ailleurs, et ils connaissent un endroit, un rocher, qui les protège, et le rocher a une sorte d'infractuosité qui fait quasiment une meurtrière. Et les frères Ducognon vont ouvrir le feu à 10 heures, ils cesseront le feu à 14 heures. Ça veut dire que pendant 4 heures, ils ont pilonné les Allemands avec leur FM. Ils savent une chose, ils voient un pont. Et ils ont toujours dit, si les Allemands franchissent ce pont, c'est fini. Donc ils ont, voilà, c'est leur objectif. À un moment donné, quand Joseph Ducognon racontait ça, il disait, mais à force de tirer, le canon de FM devenu tellement brûlant qu'on n'avait qu'une solution, on a dû se dessus. Parce que là, il n'y a pas d'autre solution. Eh bien, vous savez, en 14-18, souvent, il y avait ce mot d'ordre, ils ne passeront pas. Laval, c'est ça. Laval, ils ne sont pas passés. Alors, après, il y a eu une aide importante, c'est qu'à la chapelle Saint-Guérin, il y avait Pagamon, avec sa section, et ils ont pu passer, et Pagamon s'est situé plus haut que les frères Ducognon, et ça a renforcé un petit peu cette manœuvre, et le soir, les Allemands étaient redescendus. Donc, la victoire de Laval, c'est quelque chose d'important, parce que, imaginez si les Allemands avaient fait porte ouverte sur le Beaufortin, de l'autre côté, c'était massacre. Alors, ça c'est la période vaste, ça veut dire que petit à petit, la tarentaine se libère de Notre-Dame de Briançon, à Moutier, à Aisne, Bourg-Saint-Maurice, et le 9 août, il y a une entrevue. À la demande du capitaine Wirth, qui est le capitaine qui commande les forces allemandes. Alors, le capitaine précise, je ne parlerai qu'avec le militaire qui est parmi nous. Ça veut dire qu'il désigne Tournon. Pour les Allemands, un résistant n'est pas un militaire. Ils n'ont jamais voulu accorder aux résistants ce statut. Donc, on ne parle pas avec eux, ce sont des terroristes. Donc,
un point de rendez-vous, le pont de la Marquise. Alors, le pont de la Marquise, c'est dommage parce qu'il n'est même pas indiqué. On arrive quasiment au col du Petit Saint-Bernard. C'est un pont qu'on voit très mal, hein, parce qu'il est tout petit, il y a un bout de ruisseau qui passe dessous. Et donc, il décide que l'entrevue aurait lieu à cet endroit. Il y a un plan de C qui est chargé de sécuriser les choses, qu'il est berger depuis qu'il est gamin, là-haut, il dit « je connais le moins trou de marmotte, donc il n'y a aucun problème ». Alors, Tournant va pouvoir imposer un certain nombre de choses. Donc, qu'est-ce qu'il demande? Il dit, tous les résistants qui porteront un brassard FFI doivent être reconnus comme des soldats de l'armée française. Entre nous, ça coûte rien. 2, les Allemands doivent se replier à 10 km du col en Val d'Ost. Alors, pendant longtemps, je me suis dit 10 km, c'est quoi? C'est un chiffre un peu symbolique. Non, c'est très précis. Le village de Ponceran, qui est la fraction la plus haute de la commune de La Tuile, et pile à 10 km du col. Donc ça veut dire que vous n'allez pas plus haut que Ponceran. Et puis, bon, une bonne négociation, on ne fait pas que demander, on donne. Il est convenu que 90 prisonniers de guerre allemands, ceux de Moselle, seront rendus aux Allemands. Wirth dit, je vous demande 10 jours pour vous donner ma réponse. Le meilleur commentaire qui sera fait sur cet épisode, c'est Charles Orsay. Charles Orsay, il a dit, c'est une connerie. C'est une connerie. Pourquoi? Parce que Wirth, il sait une chose, c'est que le même jour, il y a une division allemande qui part de Grenoble. Je vous donnerai ma réponse dans 10 jours. Ça n'a servi à rien. Bon, pourtant, on a quand même brodé, hein, parce que au fil du temps, c'est à croire qu'ils étaient au moins une vingtaine à négocier au pont de la Marquise. Tout le monde a voulu y être. Bon, mais voilà, ça n'a servi à rien. C'est là où j'entre, le tournant. Si vous comprenez ça, si vous repartez ce soir avec ça dans la tête, vous avez tout compris. Libération active, ça se termine le 9 août. La libération passive commence le 10 août. Le 10 août, on change de guerre. Jusqu'au 9, ce sont les résistants qui mènent des actions, qui poussent les Allemands. Libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière.